certain. Bon, mais c'est pas grave, mais son ami, je conduis, c'est pas grave. D'abord, tu peux chercher? Je m'en fiche, je m'en pense pas. Ça nous a fait bien quand même, ces arrangements qui permettent aussi de Si je me taxe, je vois la rapport, c'est ça. C'est beau. Je regarde après. Je suis en train de faire. Faut parler dedans. Comme ça. Ouais. Bon, ben, bonjour et bienvenue. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va accueillir Brigitte. C'est pour ma dernière en plus. Enfin, ma dernière en tant que président. Ça y est, on y arrive. Donc l'année prochaine, c'est Bruno qui prend la suite. Et les conférences qui étaient prévues cette année sont maintenues ainsi que celles de 2015. Donc, vous n'allez pas vous inquiéter, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc, pour finir cette année, j'ai invité Brigitte, qui est déjà venue il y a 1 an et demi à peu près. Hein, et elle vient nous parler de Mathieu, avec laquelle elle a créé une association Tam Tam. Donc ça fait Matmat en fait à l'envers, l'anagramme, en verlan, voilà. Ça fait Tam Tam. Et voilà, et donc elle vient de donner une petite conférence, elle vient de présenter ses 2 ouvrages, le premier et le deuxième. Normalement c'est ça. Voilà, et donc tu nous viens de... C'est pas la Picardie, c'est à côté. Si c'est encore la Picardie. C'est la Picardie. Ça marche. Oui. Voilà, c'est un peu plus bas que chez les Chautemilles. La Picardie. Hein, voilà, parce que ce matin j'ai fait de l'Aisne. En fait, moi je suis dans le bas de l'Aisne. Dans le bas de l'Aisne, voilà. Voilà. Mais il n'y a pas de cheminée. Voilà, dans les Chautemilles, il n'y a pas de cheminée. Voilà, bon, je vais la laisser faire sa petite conférence. Et puis après, en deuxième partie, il y aura une séance de médiumnité en salle, donc. Et je sais pas, tu travailles pas avec les photos d'habitude, hein? Non, non. Non, je sais que tu vas voir les gens directement. Et sans filer, sans doute. voilà. On fait un peu pareil, parce que moi je fais sans rien non plus. Enfin, pas tout nu non plus, mais sans rien. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et voilà, on se reverra peut-être selon comment les chemins se font, parce qu'il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc voilà, je te laisse. Merci. Donc merci à Jeff et merci à tous de m'accueillir dans votre belle ville de Pest, où donc j'ai la belle surprise de voir qu'il ne pleut pas, une fois de plus. Certaines d'entre vous étaient déjà à ma conférence précédente ici, donc elles entendront la même histoire, puisqu'en fait moi je viens pour témoigner de mon parcours par rapport à ma découverte de la médiumnité. Donc voilà, tant pis pour celles et ceux qui ont déjà entendu l'histoire. C'est la même, à la virgule près, c'est toujours la même histoire. Donc cette médiumnité, je l'ai découverte il y a un peu plus de 10 ans maintenant, après le décès de mon fils unique Mathieu. Donc c'est un événement qui est survenu le 10 novembre 2003. Et après ce départ de Mathieu, donc mon fils unique, j'ai très vite vu des signes. J'insiste là-dessus, regardez bien, parce qu'on voit des choses et autour de nous, on nous dit, comme on me le disait, c'est ton imagination, tu veux voir des choses, mais allez, travaille, c'est pas des signes. Et pourtant, dans les gens qui m'entouraient, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit un jour, mais si, non seulement il vous envoie des signes, il vous montre ces choses-là, mais en plus, il peut vous écrire.
ma mère pratique ce qu'on appelle l'écriture automatique. Et ma mère, donc ce jeune homme me disait, ma mère a reçu des messages de la part de Mathieu, qu'elle ne le connaissait pas, mais il lui avait envoyé pourtant des messages. J'ai téléphoné à cette dame et elle m'a lu les messages que Mathieu lui avait envoyés. Et dans un de ces messages, il avait écrit « Bientôt, j'écrirai moi-même à maman ». Alors, pendant quelques jours, quelques semaines, j'ai essayé toute seule. J'ai pris une feuille, un crayon, et puis j'ai essayé d'écrire, et puis rien ne se passait. Donc j'ai appelé la dame en question, et elle est venue chez moi le 10 décembre 2003, donc juste un mois après le départ de Mathieu. J'insiste un petit peu sur ce délai, parce qu'on entend quelquefois des médiums nous dire qu'il faut attendre 6 mois, tant de semaines, etc. Et bon, moi je dis pour moi, ça s'est passé juste un mois après. Je m'inscris un petit peu en faux par rapport à cette histoire de délai qu'il faudrait attendre pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on entend toujours dire aussi que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Donc je ne vois pas comment eux, là-haut, ils calculeraient ce fameux délai avant de nous contacter. Et puis deuxièmement, j'aime autant vous dire que si mon gamin qui est parti si loin que ça, s'il avait attendu si longtemps que ça avant de me donner des nouvelles, je me serais quand même fâchée. Il n'y a pas de raison, à mon avis, que ceux qu'on est... Oui, non, mais ne te fâche pas tout de suite. Il n'y a pas de raison, à mon avis, que ceux qu'on aime nous fassent attendre indéfiniment pour nous envoyer des signes, des messages, pour nous dire ce qu'ils ont à nous dire qu'ils ont fait un beau voyage, nous dire qu'ils sont bien arrivés, enfin, nous dire ce qu'ils ont à nous dire. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette notion de délai. Enfin, toujours est-il que cette dame est arrivée chez moi le 10 décembre 2003, et qu'en arrivant chez moi, j'ai senti une très très forte odeur de poivre. Et disant cela à cette dame, à Daniel, elle me dit « Mais c'est normal que ça sente le poivre. C'est pas parce que vous avez laissé tomber la poivrière, c'est tout simplement parce que Mathieu était cuisinier et que c'était un des signes qu'il utilisait pour me montrer qu'il était bel et bien là. » Alors on s'est assises face à face, j'avais des feuilles devant moi avec un stylo dans la main, et la dame simplement a bougé ses mains comme ça devant moi, les 2 mains comme ça devant les miennes, sans me toucher, comme si elle avait fait un transfert d'énergie ou quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Je me suis longtemps demandé ce qui s'était passé. J'ai même pendant un certain temps cru qu'elle m'avait hypnotisée ou quelque chose comme ça, enfin qu'elle avait fait un drôle de tour de magie, parce que je me posais plein de questions. Je n'étais pas du tout dans ce domaine de la médiumnité, donc je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Et donc, dès qu'elle a fait ce geste avec ses mains, effectivement, ma main s'est levée, reposée, et j'ai commencé à écrire. Au début, les mots sont un petit peu de travers, sont écrits de travers, pas toujours très lisibles, mais enfin assez vite, assez bien lisibles. C'est vrai aussi que tout au début, les phrases sont mélangées, les mots s'enchaînent un peu, les phrases s'enchaînent, donc moi ça m'énerve un peu, parce qu'à l'époque, il faut vous dire que j'étais agent immobilier, donc quand même quelqu'un d'assez cartésien, assez bien organisé, normalement, et donc ça m'agace un peu, donc très vite je lui demande, dans la même après-midi, je lui demande d'organiser ça, parce que tout de suite, j'ai pas de doute, à l'instant où ça se passe, j'ai pas vraiment de doute. Pour moi, même si je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe, je suis en train de devenir folle, mais malgré tout, j'écris, et tout en écrivant, je lui parle dans ma tête, il y a des choses qui passent, des pensées qui passent, tout en m'adressant à lui. Et donc les choses s'organisent relativement vite, et donc Mathieu commence à me dire vraiment des très, très belles choses, des choses fort importantes. Il me dit déjà que là où il est, et ça c'est le message vraiment que j'ai retenu et qu'il faut retenir là cet après-midi, parce que vous verrez qu'à la fin il y a un enchaînement avec ce premier message que j'avais reçu. En fait, Mathieu me dit que là où il est, il accueille les enfants qui n'ont jamais vu leur maman. Ça vient tout de suite dans le premier message qu'il m'a donné. Et puis bon, il se passe certaines choses, la dame s'en va, je continue à écrire, et très vite aussi, dans les jours qui suivent, je continue bien sûr à écrire, et très très vite, il me demande 2 choses, de faire 2 choses. La première, c'est de témoigner que la vie continue, qu'on peut communiquer ensemble. Et la deuxième chose,
qui vient aussi très très vite dans les messages suivants, c'est que je dois agir pour l'eau potable au Cameroun. Alors je commence à parler autour de moi, à mes proches, l'homme qui est dans ma vie à cette époque, mes amis, ma famille. Je commence à expliquer ce qui se passe, que je vois Mathieu. Alors quand je dis je vois, c'est pas je le vois lui, c'est je vois des signes. Donc que je vois des signes de sa part, que je reçois des messages. Et tous ses amis, ses proches me disent « Brigitte, arrête, tu viens de créer ton entreprise, alors vas-y, bosse, parce qu'il faut assumer, là tu as des salariés, donc faut bosser, bosse, arrête de faire ça, c'est ton chagrin qui te fait croire que tu reçois des messages de sa part, mais c'est toi qui veux ça. » Alors comme tous ces gens-là me disent d'arrêter cette écriture automatique, eh bien, je ne leur en parle plus. Je me mets à ne plus parler du tout, sauf à ma sœur, mais à tous les autres, mes amis, je ne leur en parle plus. Mais comme Mathieu continue dans ses messages à me dire que je dois témoigner, eh bien, je me mets à en parler tous les jours, sans arrêt, à tous mes clients. Quand il y a des gens qui entrent à l'agence, que je dois les emmener en visite, ou quand je dois aller faire une estimation de maison, je m'organise toujours pour pouvoir amener le sujet sur le deuil, le décès, l'au-delà, et voilà, j'explique que mon fils est parti et que moi je communique avec lui, ou plus exactement qu'il communique avec moi, qu'il m'envoie des messages. Et progressivement, au fur et à mesure des semaines, des mois qui passent, j'entends donc de plus en plus souvent des gens qui me disent « mais nous aussi, quand notre maman est décédée, on a vu telle chose se produire, quand notre frère est décédé, on a vu telle chose se produire ». Donc progressivement aussi, je commence à me dire, ben, finalement, je ne suis pas toute seule à être folle, hein. On est plein de fous sur la Terre, puisqu'on est tous, on est quand même nombreux à voir ce genre de signes, à recevoir ce genre de choses. Donc je me conforte progressivement que non, je ne suis pas folle et que c'est bien de lui. D'autant plus que dans les messages que je reçois de sa part, il me donne aussi des choses qu'au moment où je les écris, je ne les comprends pas. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais petit à petit, le temps passant, je vois ces choses se réaliser. J'ai de plus en plus de preuves. Donc, petit à petit, je suis de plus en plus sûre de moi et sûre que Mathieu est bien vivant quelque part et qu'il communique avec moi. Donc, je continue. Alors, comme exemple le plus précis et le plus fort, en tout cas pour moi, de cette communication avec lui, au moins dans la première année, ça a été le fait que régulièrement, il me disait, il m'écrivait, « Je dis, papy, tu pleures ». Et effectivement, j'habite donc dans l'Aisne, et ma famille est originaire des Ardennes, donc mon père vivait dans les Ardennes chez ma sœur, et régulièrement, tous les jours, il ne passe pas une journée sans qu'on se téléphone, surtout encore plus peut-être à cette époque-là, puisque mon père était souffrant. Et tous les jeudis soirs, on se disait, ben voilà, il faut que je remette les pieds sur terre, puisqu'on est jeudi soir et que mon père est toujours là, quoi. Donc, ce que Mathieu nous raconte, je dis, papy, tu pleures, à l'évidence, qui nous annonçait donc le départ de mon père pour un jeudi, eh bien, à l'évidence, on était le jeudi soir et papa était toujours là. Sauf qu'on oubliait que la semaine suivante, il y aurait encore et encore et encore des jeudis toutes les semaines. On n'y pensait pas. Tous les jeudis, on restait bloqué là-dessus. On est jeudi soir, il faut qu'on arrête de croire ce que Mathieu nous dit. Et bien pourtant, ma sœur m'a appelé le 22 juillet 2004, à 7h du matin, je crois à peu près, et elle m'annonçait que papa venait de mourir. Et on était bien un jeudi matin. Donc là, j'avais vraiment une preuve très forte, en plus de tous les autres éléments que j'avais déjà eus, mais là, c'était vraiment tellement fort que je me suis dit, ben voilà, il faut que je continue à en parler beaucoup plus. Donc j'ai encore passé plus de temps, quand j'étais avec mes clients, j'ai encore passé plus de temps à parler de ça plutôt qu'à vendre mes maisons. Donc ça a fini par poser problème, évidemment. Mais enfin voilà, j'en parlais de plus en plus, et de plus en plus, j'avais de témoignages comme ça. Donc, différentes choses se passent, des preuves, j'en ai de plus en plus souvent, mais moi je parle de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, mais j'en parle toujours pas, bien sûr, à mes amis autour de moi. Je ne fais qu'en parler à mes clients, aux gens que je croise comme ça, mais avec lesquels j'ai des rapports plutôt professionnels que personnels. Et puis le temps passe, je vous le dis, l'année 2004 se termine, on arrive à l'année 2005,
Et Mathieu donc a continué à m'annoncer toutes ces choses-là, me répéter que je devais témoigner, me répéter que je devais agir pour l'eau. Et puis il y a eu aussi le premier dimanche fête des grands-mères en 2004. Et ce dimanche-là, j'avais eu un choc violent parce que tout d'un coup, j'avais pris conscience que je ne serais jamais grand-mère, puisqu'il était parti sans être marié, sans avoir d'enfant. Donc ce jour-là, pour moi, ça en avait remis une couche sur le chagrin et vraiment, ça avait été terrible. Mais Mathieu m'avait répondu à ça et il m'avait dit « Mais maman, ne t'inquiète pas, tu vas aller au Cameroun, tu rencontreras ta vraie famille, tu en auras des enfants, des petits-enfants, il y en a qui sont nés, mais voilà. » Donc j'étais un peu rassurée, je me disais « Oui, un jour ou l'autre, je ferai quelque chose pour le Cameroun, vers le Cameroun, et puis là-bas, je serai entourée sûrement d'enfants, j'agirai pour les enfants, et voilà, ça me consolera de plus avoir mon gamin à côté de moi. » Donc, je vous le dis, les mois passent, j'essaye moi de me concentrer de temps en temps sur mon boulot, et puis on arrive au mois d'août 2005, et là, je vois arriver dans l'agence un de mes anciens clients, un monsieur à qui j'avais vendu, à lui et à sa femme, je leur avais vendu une maison quelque temps auparavant. Et en le voyant entrer dans l'agence, je m'aperçois, je vois qu'il fait vraiment, il a la tête complètement décomposée. Je comprends qu'il se passe quelque chose qui n'est pas trop sympa. Et il me dit, écoutez, il faut que je vous voie en privé. Nathalie, donc sa femme, était décédée brutalement d'une crise cardiaque. Et il me dit, voilà, vous vous rappelez quand vous nous aviez parlé, au moment où vous nous avez vendu la maison, vous vous souvenez que vous nous aviez parlé de ce qui se passe avec votre fils, que vous pouvez recevoir des messages de sa part. Donc là, moi, je suis sûre, vraiment, j'ai besoin que Nathalie me dise quelque chose, un mot précis. Il faut qu'elle me dise ce mot-là. Et je suis sûre qu'elle va passer par vous, parce que c'est pas par hasard que vous nous aviez parlé de ça. Elle vous avait dit qu'elle aussi, elle croyait à l'au-delà, qu'elle recevait elle aussi de temps en temps des choses. Donc c'est par vous qu'elle va passer. Et au moment où il me dit ça, dans ma tête, il y a le mot cacatoès qui vient. Alors là, je me dis, ma pauvre fille, cette fois-ci, t'es vraiment tarée. Hein. Là, c'est vraiment grave, il faut arrêter tout ça, parce que je me dis, c'est pas possible, elle vient de mourir, elle le laisse avec 4 gamins qu'il faut mettre à l'école, c'est la rentrée d'école, lui, il a une entreprise, enfin, c'est pas possible, c'est pas cacatoès qu'elle veut lui dire, quoi. Alors, je reprends mon crayon, je m'isole toute seule, il repart chez lui, je m'isole un peu, et puis je reprends mon crayon, et Mathieu me confirme, il me dit, mais si maman, aie confiance, c'est bien ça qu'il faut lui dire. Donc je rappelle le gars, et je lui dis, écoutez, venez, j'ai le message de Nathalie, il faut que je vous voie. Il vient chez moi, et je lui dis, bon, écoutez, voilà, le mot que j'ai à vous dire, c'est cacatoès. Et là, lui, il a la banane tout de suite qui s'installe et il me dit, allez-y Brigitte, continuez. Parce que Nathalie était passionnée par les perroquets, elle avait même un perroquet chez elle et quelques jours, quelques semaines, hein, excusez-moi si je ne sais plus ce détail précis, mais un tout petit peu avant le décès de Nathalie, ce perroquet s'était enfui de la maison. Donc lui, il a compris par ce mot cacatoès que c'était bel et bien Nathalie qui lui faisait signe, puisqu'un cacatoès, si quelqu'un ne le savait pas, c'est une des races de perroquets. Hein. Donc lui, il a compris, c'était pas le mot qu'il attendait, bien sûr. En fait, il attendait que Nathalie lui dise pardon, qu'elle le pardonnait pour quelque chose qu'il avait fait avant son décès. Et donc, c'était pas le mot qu'il attendait, mais il a bel et bien compris que c'était bien sa femme qui lui parlait. Donc il me demande de prendre mon crayon, et ce que je fais bien volontiers évidemment. Et là, la première chose que j'écris, c'est « Bonjour mon lapin ». Alors j'ai regardé le lapin qui faisait presque 2 mètres de haut, sûrement plus de 100 kilos. Et donc lui me dit en souriant « Mais oui, elle m'appelait mon lapin, alors allez-y, continuez ». Et j'écris, mais les premiers mots, les premières phrases que j'écris, c'est un peu comme quand Mathieu m'a écrit pour moi la première fois. Ce sont des mots d'encouragement, des mots d'amour. Donc, encore une fois, j'ai mon mental qui me dit, mais enfin, Brigitte, voilà quoi. Elle vient de partir, une jeune femme qui avait peut-être tout juste une 40aine d'années, oui, même pas, je crois. Elle vient de partir, elle le laisse avec 4 gamins. Il y avait des jumeaux qui allaient rentrer pour la première fois à l'école. Donc je me dis, mais c'est ta tête, quoi. C'est toi, tu veux l'encourager. C'est pas un message de Nathalie. Et à ce moment-là,
comme j'étais réticente, comme j'étais dans le doute, ma main écrit « Attention, Patrick peut pas payer ». Alors, argent, enfin excusez-moi, il y a quelques détails hein, sur la phrase même, mais argent, Patrick peut pas payer. Alors, non, problème argent, pardon, c'était pas peut pas payer, c'était Patrick, problème argent. Donc, sachant qu'il avait une entreprise, je lui ai dit, écoutez, là, il y a un détail quand même précis pour vous. Attention, pendant que vous êtes occupé avec ce deuil, avec toutes les formalités, avec les enfants, etc., eh bien, pendant ce temps-là, vous avez malheureusement un de vos employés qui doit profiter de détourner un peu d'argent, faites attention. Et lui me dit, mais non, 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 c'est vraiment impossible, pour de bonnes raisons. Premièrement, j'en ai pas un seul qui s'appelle Patrick. Et puis deuxièmement, chez nous, tout se traite par chèque. Il n'y a absolument pas de caisse. Donc, on ne peut pas me détourner de l'argent. C'est pas possible. Et puis malgré tout, il a un sursaut. Et là, il me dit, mais attendez, je prends mon téléphone. Et donc, il compose un numéro de téléphone et je l'entends qui dit, allô, monsieur machin chose, je vais vous poser une drôle de question, mais est-ce que vous voulez bien me donner votre prénom ? Et là, je l'entends qui continue. Ah bon, d'accord, merci, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Il raccroche son téléphone et il me dit, Brigitte, je viens d'appeler mon banquier. Et mon banquier s'appelle bien Patrick. Or, comme avec le décès de Nathalie, j'ai un peu négligé l'entreprise, je n'ai pas remis tous mes encaissements. Actuellement, ça fait un petit moment que j'ai pas remis d'encaissement à la banque, mais il y a des échéances à payer. Et là, la banque ne peut pas payer. Donc, une fois de plus, tout comme j'avais eu la précision forte pour mon père, comme il y avait eu des tas d'autres choses que vous pourrez lire éventuellement dans le livre, c'était vraiment la preuve absolue qu'on est bien en contact avec l'au-delà, qu'il n'y a pas à en douter. Et donc, j'aurais dû vraiment bouger mes fesses, comme dit Mathieu, pour être plus active dans le témoignage, puisqu'il avait déjà parlé de la publication du livre. J'aurais vraiment dû bouger, j'aurais dû écrire un livre, j'aurais dû bouger aussi pour le Cameroun. Mais bon, je commençais à traîner des gros problèmes avec mon entreprise qui avait été créée peu de temps avant le décès de Mathieu. Donc voilà, je commençais à être vraiment mal dans mon entreprise et j'étais tellement préoccupée que je me disais il faut que mon entreprise elle marche, il faut que je m'en sorte, il faut que j'arrête avec tous ces problèmes financiers, etc. Il faut que ça tourne ma boîte et quand enfin je serai sortie de tous ces problèmes, j'aurai du temps pour faire ce qu'ils me demandent et j'aurai du temps peut-être pour aller faire quelque chose pour le Cameroun. Donc je travaille et je ne fais toujours rien de plus pour témoigner, je ne fais toujours rien de plus pour écrire un livre, ni rien pour agir pour le Cameroun. Quelques semaines encore se passent avec différentes choses, mais on arrive à une date vraiment très précise que je n'oublierai jamais non plus de ma vie. C'est le 21 novembre 2005. Vous voyez que j'ai failli l'oublier quand même. 21 novembre donc 2005, après cet événement qui avait eu lieu l'été, mais très vite après cet événement. Et là, il y a une dame, encore une cliente, qui entre dans l'agence et elle aussi, je lui avais parlé de tout ce qui m'arrivait. Et là, elle vient me voir, elle me dit, écoutez Brigitte, j'ai un service à vous demander. J'ai ma fille qui ne va pas bien du tout aujourd'hui. Elle a un chagrin d'amour. Est-ce que vous voulez bien venir prendre votre crayon pour elle? Et là, je me dis, mais cette fois-ci, c'est vraiment du n'importe quoi, du grand n'importe quoi, comme si j'étais Madame Soleil et que je puisse venir faire une voyance quoi, pour cette gamine. Mais c'est vraiment du n'importe quoi. Puis en même temps, j'ai la Brigitte un peu gentille, parce qu'il y en a quand même une qui est gentille, donc j'ai ce côté-là de moi qui dit, mais Brigitte, arrête, va voir cette gamine, peu importe ce que tu vas lui écrire, peu importe de où ça vient, écris-lui quelque chose qui va la consoler. On te demande ni plus ni moins de faire ta BA, quoi. Alors vas-y, va voir cette jeune fille et prends ton crayon et laisse faire les choses. Alors le soir, je vais chez cette dame qui habitait tout proche de chez moi, je vais chez elle, je la rejoins et je prends mon crayon et très vite, j'écris. Et c'est bien Mathieu, je reconnais son style, sa façon de parler, mais je comprends aussi que c'est pas à moi qui parle, que c'est bien à cette jeune fille, parce qu'il lui donne des détails qu'elle me confirme faire partie de sa vie. Moi, la gamine, je la connaissais pas. Il lui donne notamment des prénoms, enfin des détails sur certaines choses que
J'ignore totalement, donc elle sait bien, elle me confirme que tout ça est bien pour elle. Et donc voilà, j'écris, et puis ma foi, c'est bien agréable finalement de constater que là aussi, il est en train de discuter avec cette jeune fille. Mais là, par contre, tout d'un coup, alors que je suis en train d'écrire tout ce message pour cette jeune fille, tout d'un coup, ça s'arrête, ça reprend, mais là, c'est à moi qui s'adresse. Et là, dans ce que j'écris, je me fais engueuler, proprement engueuler. Mais vraiment, il me secoue, il me dit donc maman, je t'ai demandé quelque chose, tu bouges pas tes fesses, parce qu'il me parle comme ça, et le voilà qui commence à dire plein de choses qui m'inquiètent, qui inquiètent la dame qui est à côté de moi, qui inquiètent la jeune fille, et donc on se regarde toutes les trois, et elle me dit mais enfin qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je lui réponds donc que depuis le début, Mathieu me demande de témoigner, Mathieu me demande d'écrire un livre, il avait même déjà évoqué le nom pour l'association, pour agir au Cameroun, qui veut vraiment que je bouge dans ce sens-là, mais que voilà, moi avec tout ce que j'ai à faire, pour le moment, je me suis contentée d'en parler comme ça à mes clients, à droite à gauche, mais que je n'ai rien pu faire de plus, que de toute façon, je n'ai jamais eu de contact avec le Cameroun, ni avec l'humanitaire d'ailleurs, et qu'un livre, j'en ai jamais écrit, je ne sais même pas comment ça se fait, je ne connais pas d'imprimeur, je ne connais pas d'éditeur. Et à ce moment-là, la dame me coupe et me dit, mais écoutez, moi, un éditeur, j'en connais un. Donc, est-ce que vous voulez que je vous mette en relation avec cet éditeur? Donc, bien évidemment, je lui dis oui, je lui dis que oui. Donc on était le lundi 21 novembre 2005 et il était à peu près 20h, 21h peut-être même. Et donc je lui dis mais ok, contactez-le, allez-y et puis on verra quand vous aurez des nouvelles, vous me tiendrez au courant. Le lendemain elle me rappelle et elle me dit mais écoutez au fait quand je vais avoir cet éditeur en contact, qu'est-ce que je dois lui dire? Comment je dois lui dire ça? Je dis je sais pas moi... Dites-lui que, je sais pas, que vous connaissez une maman qui reçoit des messages de son fils qui est décédé et que cette dame veut écrire un livre et comment il faut faire. Et en rigolant, vraiment en rigolant, elle me dit, mais et si on demandait à Mathieu ce qu'on doit dire à ce gars-là? Moi je me dis, après tout, pourquoi pas? Donc je prends mon crayon et j'écris un message pour un gars que je ne connais pas, dont je ne sais même pas le nom d'ailleurs à ce moment-là. Mais je me dis, voilà, je vais lui écrire un livre, un message. Et effectivement, Mathieu écrit un message à l'intention de cet homme-là. Alors le message, je connais presque par cœur, mais je préfère le reprendre dans le livre si vous voulez, puisque donc il figure dans le premier livre, alors tout à la fin du livre, hein, parce que et je vais vous le lire. Donc voilà ce que Mathieu m'écrit ce jour-là, donc on devait être le 22 ou 23 novembre. C'était le lendemain ou surlendemain du jour où je l'avais rencontré chez elle. Voilà ce qu'il écrit. Donc c'était le 22 novembre. Il écrit « Dire urgence humanitaire. Révolution sur croyance par rapport vie au-delà. Preuve absolue. » Alors vous allez me dire jusque-là, c'est ce qu'il disait depuis le début. Hein. De toute façon, il n'a rien ajouté de nouveau. Mais voilà comment il continue. Marcel, lui dire Marcel. C'est une preuve pour lui. Marcel est un nom important pour lui et peu de gens savent qui est ce Marcel. Il répondra aux merdes. Bon, j'avais donc ce message dans les mains et il fallait transmettre ça, il va arrêter de chahuter, et il fallait transmettre ça à quelqu'un que je n'avais jamais vu, dont je ne connaissais même pas le nom ni rien du tout. Mais après tout, c'était pas moi qui allais être en contact avec lui, donc je me décharge de la commission, c'est elle qui m'avait demandé de prendre contact avec Mathieu. Donc je dis, ben voilà, c'est le message qu'il faut transmettre à l'éditeur, débrouillez-vous avec ça. Et elle me rappelle, dès le jeudi, et elle me dit, Brigitte, j'ai eu l'éditeur au téléphone. Donc déjà, ça me surprenait beaucoup, parce que dans ma tête, un éditeur, c'était pas comme ça du jour au lendemain qu'on pouvait l'avoir au téléphone. Et elle me dit, voilà, je lui ai lu votre message. Et quand il a entendu Marcel, qui est lui dire Marcel, il n'a pas répondu aux merdes. Mais il a répondu, mais qui c'est cette bonne femme? Et comment elle peut connaître le nom, ce prénom? Comment elle sait ça?
Je veux la voir, je veux qu'elle m'explique, je veux qu'elle me donne des explications. Il se trouve que je fais un salon du livre à Mareuil-sur-Aï, c'est à 2 heures de route à peu près de chez moi, c'est dans les environs de Reims. Donc je suis là-bas samedi et dimanche, donc vous voyez, j'avais écrit le message là, le mercredi, et le samedi et le dimanche qui suivaient, immédiatement, il était à un salon du livre dans ma région et il demandait à ce que je le retrouve sur le salon du livre. Ce que j'ai fait le dimanche, je l'ai rencontré, on a discuté et quand on s'est quitté, il m'a dit « Oui Brigitte, bah, je publie votre livre quand vous voulez ». Sauf que le livre n'était pas écrit. Alors c'était un peu étonnant. Donc j'ai repris la route et puis comme j'avais 2 heures de route, j'ai réfléchi bien sûr tout le long de la route et puis je me suis dit ben, ma belle, cette fois-ci il n'y a plus moyen d'y échapper, hein. Tu as été bien guidée, là, si tu n'as pas compris maintenant, il faut y aller, hein. Donc il faut créer ce livre, il faut publier ce livre. Puis au fond le livre c'est très simple, il est écrit. Ce sont tous les messages de Mathieu que tu as reçus depuis le début. Parce que vous imaginez bien que chaque fois que j'ai écrit, j'ai gardé toutes ces lettres de mon gamin, évidemment, hein. J'ai gardé tout ça précieusement. Et donc je me dis, ben voilà, le livre il est écrit, je vais publier tout ça, je vais ajouter quelques précisions, quelques détails par rapport à certains événements, certaines choses que j'avais reçues, que je n'avais pas cru, que j'avais mises en doute. Mais voilà, le livre il est là, il est prêt, il n'y a qu'à le recopier sur l'ordinateur et envoyer ça à l'éditeur, ça peut être fait assez rapidement. Et puis je me dis, ben voilà, pour l'association c'est pareil maintenant, quoi qu'il arrive, il faut que tu fasses quelque chose pour le Cameroun, hein, parce que là c'est pareil, quoi. Si un jour tu te retrouves là-haut à côté de lui, il va encore bien râler, et donc c'est pas la peine, tu couperas pas, il faut aussi avancer dans le projet pour le Cameroun, il faut que tu avances là-dedans. Donc je me suis dit, ben, finalement, une association, il faut des partenaires, il faut un trésorier, il faut un président, il faut une secrétaire. Donc je me suis dit, ben, je vais en parler à mes amis, puisque de toute façon je vais publier un livre, je vais quand même aussi leur dire que je publie le livre, mais je vais leur demander leur soutien pour créer l'association. Donc dès le lundi, quand j'étais rentrée, je les ai appelés les uns après les autres, et puis je leur ai dit, venez dimanche, j'ai quelque chose d'important à vous dire, j'ai vraiment des choses très importantes à vous dire. Et le dimanche matin, quand ils sont arrivés, il y en avait un qui avait un bouquet de fleurs, il y en avait une autre qui avait un cadeau, l'autre avait encore un bouquet de fleurs, l'autre encore un cadeau, donc j'étais assez surprise. Je dis, bah, écoutez, c'était juste une invitation à déjeuner, hein. J'ai des choses à vous dire, mais il ne fallait pas... Et là, les uns après les autres, ils m'ont répondu, oui, attends, on a compris ta blague, hein. On est le 4 décembre, c'est le jour de ton anniversaire. Donc le jour même de mon anniversaire, je mettais en place les bases de l'association Tam Tam, donc puisque c'était Mathieu qui m'avait donné le nom de cette association, dans un de ses messages, il m'avait dit Matt, donc c'est la première syllabe de Mathieu, lui qui avait donc 24 ans quand il est parti, qui parlait assez souvent en verlan. Tam, ça fait tam à l'envers, Tam Tam, tu les entends maman, les Tam Tam pour l'Afrique, c'était exactement sa phrase. Donc voilà, j'ai expliqué à mes amis que je voulais créer cette association. Ils m'ont prévenu qu'ils ne seraient dans l'association que pour l'aspect administratif, que le reste, ils ne s'en occuperaient pas du tout. Donc c'est vrai que je suis seule, pratiquement, on va dire, dans l'association pour travailler jusqu'à maintenant. Ça commence un peu à bouger, mais eux n'ont vraiment rien fait que d'apporter des signatures pour que je puisse créer cette association. Et puis donc j'ai mis en route ces choses-là. Tout le long du mois de décembre, j'ai consacré beaucoup de temps à recopier tous les textes de Mathieu, à saisir tout le texte. Et puis le 20 décembre, j'étais prête pour envoyer le manuscrit à l'éditeur. Soit dit en passant, la maison d'édition de cet homme-là, maison d'édition qui n'existe plus, et qui n'est dans le livre que pour l'histoire, hein. Il n'a pas fait autre chose que d'apparaître de cette façon-là dans la parution du livre, mais sa maison d'édition s'appelait Les Chemins de l'Espérance. Alors ça, c'est aussi un magnifique clin d'œil de la part de Mathieu, évidemment. Et donc, le 20 décembre, je suis prête à lui envoyer le manuscrit, ce que je fais, je poste le manuscrit, et ce jour-là, je partais pour Toulouse. J'avais été invitée chez une jeune fille, la fille d'une de mes amies, elle habite Toulouse,
et donc elle m'invitait pour passer les fêtes de fin d'année. Donc je l'ai dit, mon entreprise allait mal, donc j'avais décidé de fermer la porte pendant quelques jours. C'était pas la peine de s'acharner au boulot à ce moment-là, et j'allais décompresser un petit peu à Toulouse chez la fille de mon amie. Donc une jeune femme que je connais très peu, elle a l'âge de Mathieu, mais en fait je la connais peu puisqu'elle habite Toulouse. Et je suis sur la route, je passe le péage de Saint-Arnaud à Paris, et là j'entends mon téléphone qui sonne et je réponds prudemment. Et j'entends Émilie, donc cette jeune fille chez laquelle je me rendais, je l'entends me demander si tout va bien sur la route. Oui, tout va bien. Et elle me dit, écoute, je t'appelle juste un petit peu là avant pour te prévenir que pour le réveillon, pour Noël, il y aura d'autres personnes à table. J'ai invité d'autres personnes. Sur quoi je lui dis, mais tu n'avais même pas besoin de me prévenir puisque tu es chez toi. Donc je ne vois vraiment pas pourquoi tu m'appelles pour me dire ça. Et elle me dit, mais si, je pense que c'était peut-être nécessaire que je te prévienne, parce que en fait, je ne sais pas comment tu risques de réagir, parce que ce sont des sans-papiers. Je dis, Émilie, tu as 24 ans, tu reçois des sans-papiers à ta table le jour de Noël, et tu voudrais que je me fâche. Au contraire, c'est fantastique, quoi, qu'une jeune femme comme ça accueille des sans-papiers à sa table le soir de Noël. Mais non, je t'assure que pour moi, tout va bien. Et là, elle insiste un petit peu, toujours gênée, elle me dit, oui, mais comme on se connaît vraiment très peu, j'ai une question assez délicate à te poser. Tu n'es pas raciste au moins, parce que ce sont des Camerounais. Alors, le jour de mon anniversaire, le 4 décembre 2005, je mettais sur pied les bases de l'association, et le soir de Noël, pour la première fois, je n'avais jamais eu de contact avec le Cameroun, des Camerounais. Le soir de Noël, je mangeais, j'étais à table avec des Camerounais. Donc vous voyez, magnifique cadeau d'anniversaire, magnifique cadeau de Noël. Et depuis, je peux dire que j'en ai tout le temps. J'ai tout le temps des cadeaux à ma fête, à la fête des mères, à Noël. Enfin, j'ai toujours des cadeaux, et peut-être même que je devrais dire que j'ai des cadeaux quotidiennement d'ailleurs, parce que c'est vraiment extraordinaire ce que je vis. Alors donc voilà comment ça s'est passé, et en fait voilà comment se termine le premier livre. Il se termine il se termine même pas sur le fait que je rencontre des Camerounais d'ailleurs, hein. Il se termine sur le fait que je suis sur la route, et on n'entend pas le coup de fil. Dans le premier livre, on n'entend pas le coup de fil avec Émilie. On l'entend dans la première page de la suite. Parce qu'en fait, c'était la suite, et tout s'est enchaîné, il n'y a pas eu de coupure, tout s'est enchaîné pour que le premier livre se vende, tout s'est enchaîné pour que je continue à avoir des demandes de personnes, quand les personnes ont commencé à savoir que je publiais un livre, des personnes ont commencé à me solliciter pour transmettre des messages. Donc il y a des tas de messages, enfin de rencontres que je pourrais vous raconter si j'ai du temps. Moi je peux y aller, hein, parce que j'ai tout mon temps pour témoigner. Donc j'ai commencé à faire des tas de rencontres, des événements que je croyais tragiques à l'époque ont continué à me tomber dessus. Et notamment j'ai fait faillite avec mon entreprise. Donc à l'époque c'était pour moi une catastrophe. Je me disais mais c'est pas possible. J'ai perdu mon fils, maintenant je perds mon entreprise, qu'est-ce que je fais là dans la vie? Ben oui, mais en fait, c'était pour me libérer de cette entreprise dont je ne voyais pas comment j'allais pouvoir assainir la situation. Et en fait, ça m'a permis d'avoir du temps libre, ça m'a permis de pouvoir commencer à faire des conférences, ça m'a permis de commencer aussi à faire des consultations. J'avais retrouvé un emploi salarié, mais j'ai été quelque temps après licenciée de cet emploi-là. La personne n'avait plus besoin de moi. Donc en fait, tout me libérait pour que je puisse continuer ce chemin. Mais bon, faillite de l'entreprise en 2008, donc l'année 2009 a été vraiment très 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 difficile pour moi. Tout au long de l'année 2009, je n'ai vraiment rien fait. Le livre était là, mais je n'étais pas active, je ne bougeais pas pour faire tout ça. Et puis, il se trouve qu'en début d'année 2010, la situation commence un petit peu à s'améliorer pour moi, et j'ai une amie qui vient me voir en tout début d'année 2010, en janvier 2010, et cette jeune femme me dit « T'as pas l'air d'aller ?» Ben non, j'en ai marre parce que tu vois...
j'ai tout perdu, j'ai fait ce livre-là, et il n'y a rien qui se passe. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas comment avancer. Et elle me dit, bah, attends, t'inquiète, moi je vais te trouver une solution, tu vas voir. Et elle me donne les coordonnées du salon Parapsy à Paris. Et je contacte les organisateurs de ce salon ésotérique. Et la dame, entendant brièvement mon histoire, me dit, écoutez, tout est vraiment, le salon est archi plein, et puis en plus vous n'êtes pas médium, hein, j'exerçais pas encore cette activité en tant que professionnelle, mais elle me dit, compte tenu de votre association et compte tenu que vous vendez ce bouquin pour votre association, venez, je vous mets une petite table dans un coin, essayez de faire une belle petite présentation, venez et ça sera bien, voilà, moi je vais vous aider comme ça. Et ce salon, donc, c'est le salon qui se tient porte de Champéret. Et j'ai pour habitude de dire que c'est vraiment le salon qui m'a ouvert les portes. Donc je suis présente sur ce salon, et puis au fur et à mesure que pratiquement à chaque fois que je vends le livre, oui peut-être à chaque fois, en tout cas assez souvent, que je fais une dédicace sur le livre, parce que j'étais l'auteur, hein, c'est sérieux quand même. Hein. Donc les gens me demandaient un petit mot sur le livre, et presque à chaque fois, je donnais quelque chose de l'ordre du message médiumnique, à savoir que je donnais à une dame le prénom Jules, par exemple, c'était le prénom de son grand-père. À une autre dame ou à un monsieur, je donnais autre chose, et c'était le nom de la maman ou le nom d'un enfant. Je me souviens en particulier, une jeune femme, je lui ai donné le prénom Océane, et cette jeune femme, c'était le prénom de sa fille qui est décédée. Enfin, il se passait des choses comme ça. Il y avait eu aussi, alors un que je dis à chaque fois, parce que c'était tellement drôle, à un moment donné, à une personne, j'ai dit le nom Cybèle, et Cybèle, c'était le nom de sa jument. Donc les gens me disaient, mais est-ce que vous donnez des consultations, on peut vous rencontrer comment? Ben, je dis non, je ne suis pas médium. Et effectivement, à l'époque, je n'étais pas encore, enfin, je ne m'étais pas reconnue et je n'exerçais pas cette, voilà, ça m'arrivait de transmettre des messages, mais je n'exerçais pas encore en tant que médium. Et puis dans ces journées que je passe au salon au port de Champéret, il y a une autre personne qui vient me voir, une dame, et elle se présente, elle me dit, voilà, moi je m'appelle Mariana, je suis moi-même médium, je ne viens pas vous voir ni pour votre livre, ni pour votre message, ni rien du tout. Je viens pour vous dire que j'ai à Paris des locaux que je loue aux médiums à la journée, tel tarif, telle condition, etc. Voilà, je vous donne mes coordonnées, est-ce que ça vous intéresse? Alors là, une fois de plus, en faisant la route, chez moi, c'est bien les voitures, on réfléchit en voiture. Hein. Alors, une fois de plus, je me dis, mais enfin Brigitte, si tu n'as pas compris, avec toutes ces personnes qui t'ont demandé, qui t'ont répété que tu étais médium, qui t'ont demandé des consultations, et puis cette dame en plus qui te propose un local pour faire des consultations, si tu ne comprends pas que c'est là où tu dois aller, tu ne comprendras jamais le message, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai pris la décision, d'autant plus que parallèlement je travaillais de moins en moins dans cette activité salariée, donc j'avais vraiment aussi besoin de continuer à trouver des revenus. D'ailleurs ça pourrait être un sujet intéressant, est-ce qu'on se fait payer ou non ces consultations, comme si un médium vivait de l'air du temps? Alors non, moi je mange, je bois, je paye un loyer, etc. Donc voilà, la réponse elle est claire. Voilà, c'est comme ça que j'ai pris la décision et que j'ai commencé progressivement à travailler de plus en plus régulièrement en tant que médium. Et puis, je faisais des conférences au cours desquelles, pendant très longtemps, je ne faisais que transmettre mon témoignage. J'avais même une fois eu une altercation avec un organisateur de conférences parce que lui voulait que je fasse de la médiumnité en salle et on m'était offusqué. Je lui ai dit, mais enfin monsieur, on ne fait pas du spectacle, on est médium, on ne fait pas du spectacle en salle. Mais c'était comme ça, c'est que ça devait rester comme ça pour moi pendant un certain temps. Et puis un matin, c'est il y a 1 an et demi, puisque je crois que je suis venue, je venais tout juste, je crois, de commencer la médiumnité en salle quand je suis venue chez toi, donc il y a 1 an et demi. C'était la 2e conférence au cours desquelles je faisais de la médiumnité en salle. Mais il se trouve que ça s'est passé chez moi, donc c'était en avril l'année dernière. Je me réveille un matin avec cette conviction que je devais commencer la médiumnité en salle. Et donc je m'organise pour trouver une salle. Je réserve une salle dans un hôtel-restaurant.
Je fais faire des petites affiches, tout ça, qui me coûte la peau du dos. Et puis, je dois emmener ces affiches, et je m'étais mal prise, c'était vraiment un peu juste comme organisation. Donc, le samedi qui précède la conférence, je devais me rendre à Soissons chez une amie pour lui déposer des affiches qu'elle allait, elle, distribuer dans Soissons pour m'aider. Je passe en vitesse chez mon employeur, et là, j'entends, il est en train de regarder la télé, et j'entends une interview d'une jeune actrice qui s'appelle Constance. Et il se trouve que aussi la semaine d'avant, j'étais à Mulhouse en conférence, mais uniquement en conférence témoignage, comme là, cette partie-là. Et que là, quelqu'un m'avait parlé d'une médium qui faisait, qui remplissait des salles de cinéma de plus de 100 personnes et qu'elle faisait ça tous les mois. Donc il y avait eu le mot cinéma devant moi, salle de cinéma, et puis là, devant mon employeur, une actrice de cinéma, elle s'appelle Constance, enfin bon, c'est des choses qui passent comme ça dans mes oreilles. Et j'arrive chez mon amie à Soissons pour lui déposer les affiches. Une de ses amies est là, elle me la présente, et cette jeune femme s'appelle Constance. Et elle me dit, c'est l'épouse du directeur du cinéma de Soissons. Mais là, quand même. Bon, enfin, ça reste dans mes oreilles. Et puis c'est tout, je rentre chez moi, elle distribue les affiches, et le lendemain matin, donc le dimanche, je reçois un mail incendiaire du gars chez qui j'avais réservé, du directeur d'hôtel chez qui j'avais réservé la salle de conférence, et il me traite ni plus ni moins de sorcière et de malhonnête, parce que je ne lui avais pas dit en réservant la salle que j'étais médium. D'après lui, je ne lui avais pas dit, mais moi je sais que je m'étais présenté, il n'y a pas de raison. Mais enfin bref, il commence à m'agresser vraiment, en me menaçant même de me mettre au tribunal. Enfin, il me fait un speech pas possible, donc j'ai, oh là, on arrête tout ça. Et puis je dis, monsieur, hein, on retire mes affiches, j'arrête tout, pas de problème. Mais malgré tout, je me dis, attends, j'ai fait ces frais pour les affiches. J'ai déjà des personnes qui ont vu mon blog, à qui j'ai annoncé que je faisais cette conférence médiumnique et tout. La crédibilité là-dedans, ça va pas, quoi. Donc je me dis, il faut que je me trouve une solution. Et là, me revient en tête Constance, Brigitte, et de la constance, et de la constance. Et puis tout d'un coup, je me dis, Constance, c'est la femme du directeur du cinéma. Donc, elle m'avait donné, en me disant, mais voilà, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais. Donc, elle m'avait donné le téléphone de son mari, j'ai appelé le gars, qui a accepté, au pied levé comme ça, de me louer la salle de cinéma le samedi suivant. Je ne sais plus d'ailleurs si c'était un samedi ou un dimanche. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé ma première conférence médiumnique, en ayant de la constance. Voilà. Et puis donc, depuis, les choses s'enchaînent. Il y a eu aussi des choses, donc là c'est par rapport à l'aspect médiumnique, mais il y a eu aussi des choses, bien sûr, par rapport à l'association, donc je vais vous en parler un petit peu aussi, parce qu'elle débouche aussi sur quelque chose de tellement magnifique. Donc, voilà, je vous l'ai dit, jusqu'au début d'année 2010, je n'étais pas très active. Hein. Il y avait eu j'avais tellement de problèmes dans mon activité professionnelle que je ne bougeais pas, ça n'avançait pas, je ne trouvais pas les solutions, pas les moyens, rien ne se mettait en place. Et puis, au cours de l'année 2010, au contraire, des choses se passent aussi, des rencontres se font, des opportunités, des synchronicités. Et il se trouve qu'après toutes sortes de freins aussi, hein, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de freins qu'il a fallu desserrer, enlever. Je peux enfin partir au Cameroun en début d'année 2011, en mars 2011, pour la première fois, le 7 mars 2011. J'arrive au Cameroun avec porteuse de ce projet qui était encore assez vague, hein. J'y allais plutôt pour un peu découvrir le pays. J'y allais avec une Camerounaise, mais qui vivait en France, et elle avait créé dans une petite ville à côté de Douala, elle a créé, elle, un collège à Souza, dans une bourgade qui s'appelle Souza. Elle a créé un pensionnat, et donc elle pouvait m'héberger là-bas, elle m'accueillait, et donc ça me permettait, moi, de me rendre compte un peu des réalités de ce lieu, de ce pays, que je ne connaissais donc pas du tout. Donc j'arrive là-bas, et puis très vite il se passe plein de choses.
notamment des rencontres avec des jeunes femmes. Je crée un atelier de couture pour aider ces jeunes filles mères. Et puis voilà, je suis très active pendant les 15 premiers jours de ce séjour. Et donc on arrive à la fin de la 2e semaine du séjour et Léopoldine, donc cette Camerounaise, m'annonce qu'elle va aller à Douala passer le week-end. Elle a plein de papiers à faire pour son collège, elle a des tas de gens à rencontrer toute la journée du samedi, mais elle me dit viens avec moi parce que le samedi soir on ira en boîte de nuit. Alors bon, j'ai décliné l'invitation. C'est pas que j'aime pas danser, hein, c'est pas que j'aime pas les Camerounais non plus, mais enfin je m'y voyais pas trop quoi. Voilà, parce qu'on est un petit peu repéré quand on est là-bas, tout ça, mais enfin j'étais fatiguée, puis bref, je ne devais pas aller à Douala ce soir-là, ni ce week-end-là, c'était évident. Vous allez voir la suite et vous allez comprendre que vraiment je ne devais pas aller à Douala ce week-end-là. Donc elle part seule à Douala et je me retrouve moi seule au collège. J'avais pas de portable là-bas à cette époque-là, et donc je suis seule et uniquement avec le gardien à l'entrée du collège. Le samedi, je me repose, puis le dimanche, je me dis que je vais profiter du temps libre, je vais faire du ménage dans la maison. Elle sera contente quand elle va rentrer, donc je me mets bien à travailler. Et je transpire, je dégouline, je suis bien poussiéreuse, bien crado, les cheveux bien plaqués partout avec la transpiration. Et je ressors de la maison, et moi qui étais là-bas pour économiser l'eau, trouver des solutions pour économiser l'eau, une fois de plus, pour faire mon ménage, j'interpelle le gardien du collège, je lui dis ramenez-moi encore de l'eau. Et au moment où je sors pour lui demander de me ramener de l'eau, j'aperçois la barrière là-haut du collège, tout au bout, je ne sais pas quelle distance ça faisait, mais au moins 2 fois la longueur de la salle, j'aperçois un couple qui entre dans la salle, dans la cour du collège, et en voyant ce couple, que je ne vois pas qui c'est ces gens-là, mais en voyant le gars qui se trouve en train d'entrer vers moi, je tombe amoureuse du mec. Je le voyais à peine, mais je tombe amoureuse du mec. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc voilà, les gens s'approchent de moi, et puis en fait, ils m'annoncent que Léopoldine a changé de programme, elle est toujours à Douala, c'est des amis à elle connaît bien donc la dame, Nathalie, et puis le monsieur qui l'accompagne, c'est le beau-frère de Nathalie. Et donc, elle leur a demandé de passer au collège pour m'avertir qu'elle n'allait pas rentrer le dimanche soir. Et elle leur demande également de s'occuper de moi ce jour-là et d'aller me promener le dimanche et le lundi, puisqu'elle va rentrer que le lundi soir. Alors bon, pour le dimanche, c'était râpé, mais on convient qu'ils viendront me chercher le lendemain pour aller faire un peu de tourisme. Enfin, ce que je veux, dis ce que vous voulez. Et puis le lendemain, donc, le gars est revenu, mais il était tout seul. Ça tombait bien. C'était rudement bien. Et puis donc, il s'est passé des choses dans la journée, et puis il a eu des gestes et des mots, les mots qu'il fallait. C'était pas de la drague, hein, je vous rassure, il draguait pas du tout, mais vraiment pas du tout, sauf que en fait, il était très protecteur certainement avec moi déjà, et comme on s'est arrêté sur un marché pour acheter des fruits et qu'il voulait éviter que tous ces marchands me tombent dessus, hein, il m'a prise par les épaules, puis m'a dit, bon, il a dit au gars, attendez, laissez ma femme choisir tranquillement. Donc là, voilà. Enfin bref, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Et puis, Serge, puisque son prénom c'est Serge, je lui parle, c'est lui le premier à qui je parle de ce qui m'amène réellement au Cameroun. Je veux dire par là que, non pas ce projet, mais je lui dis que ce projet fait suite au décès de mon fils et au message que j'ai reçu de mon fils. C'est le premier là-bas à qui je parle de cette médiumnité avec mon fils. Ce qui lui ne l'étonne pas parce que l'Afrique vit avec ses décédés. Et ce que moi je lui raconte, pour lui, ça coule de source, quoi, hein. Ce que nous, ici, souvent nous découvrons, ou en tout cas ce qui nous interpelle encore souvent, eh bien en Afrique c'est l'évidence, c'est commun, tout le monde vit en communication avec les défunts, tout le monde. Donc ce que je lui raconte ne l'étonne pas trop, mais bon, il se trouve qu'on discute, on échange beaucoup, etc. Et puis Serge surtout m'annonce que lui, il est papa d'un petit garçon. Et ce petit garçon, vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, que Mathieu m'avait dit dans son premier message, qu'il accueille les enfants qui n'ont jamais vu leur maman.
Eh bien, Serge m'annonce que son fils, son petit garçon, n'a jamais vu sa maman qui est morte en le mettant au monde. Donc vous imaginez dans ma tête comment ça peut se passer, tout ce qui peut se passer à cette fraction de seconde-là. Mais malgré tout, comme j'étais à la fin de mon séjour, on décide que c'est pas nécessaire que je voie le petit. De toute façon, le délai ne nous permettait pas de faire ça. Donc je ne rencontre pas le petit à cette époque-là. Mais quand Serge m'emmène le samedi qui suivait à l'aéroport, quand il m'emmène à l'aéroport, il me dit « Tu seras là dans un mois ». Je lui dis « Écoute Serge, c'est pas possible. Déjà, tu vois pas le prix du billet d'avion. En plus, moi, j'ai un boulot, donc je peux pas, dans un mois, redemander à mon patron de me laisser revenir. Non, là, c'est pas possible. » Donc on se quitte vraiment, mais sans savoir du tout où va nous mener notre histoire. En tout cas, moi, si lui était sûr que j'allais revenir, moi, je pleurais dans l'avion, mais vraiment, je ne savais pas du tout ce qui allait m'arriver. Et puis, il se trouve qu'effectivement, je rentre chez moi, et quelques semaines après, le 22 avril, Léopoldine m'appelle en pleurs, et elle m'annonce que sa sœur, qui nous avait accueillis dans le collège, puisque sa sœur Christiane vivait dans le collège à Sousa, eh bien, sa sœur venait de décéder. Et Léopoldine m'annonce donc qu'elle repart immédiatement pour le deuil de sa sœur. Et moi, spontanément, sans réfléchir, j'ai dit à Léopoldine, je t'accompagne. Eh bien, on est arrivé le 25 avril, parce que le temps d'aller chercher un visa, le temps d'avoir le billet d'avion, on est arrivé un mois jour pour jour après mon premier séjour au Cameroun. Bien évidemment, j'ai revu Serge, c'est lui qui est venu nous chercher à l'aéroport. Et donc, c'est ce soir-là, le 25 avril, que je suis arrivée devant le petit, devant Ernest. Et quand on est arrivé à hauteur d'Ernest, il faisait nuit déjà, parce que là-bas la nuit tombe assez tôt, donc il faisait nuit quand on est arrivé à la maison. Et le petit, qui n'avait pas 2 ans à cette date-là, le petit était en train de prendre son bain dans un grand baquet, et il y avait les cousines, la tante Nathalie, donc, que j'ai revue, qui était là autour de lui, et elles se sont écartées, et Serge a arrêté la voiture juste à hauteur du petit. Et je n'ai eu qu'à ouvrir la porte, je me suis mise accroupie à côté d'Ernest, devant Ernest. Et Ernest m'a regardée avec ses grands yeux bleus magnifiques, et il a dit « Maman ». Alors depuis, j'ai adopté Ernest, enfin c'est en cours, il y a encore quelques formalités pour qu'il puisse arriver, et je me suis mariée avec Serge, qui est là donc aujourd'hui, qui vient d'arriver il y a quelques mois maintenant en France, et donc on attend maintenant impatiemment, on est en train de tout faire pour qu'Ernest arrive. C'est assez compliqué, mais Ernest va arriver bientôt. Et puis donc, pour l'association, les choses continuent, il y a des choses qui sont arrêtées, il y en a d'autres qui sont mises en route. Et donc, j'ai publié aussi il y a quelques mois la suite de cette histoire, qui est plus détaillée bien sûr dans le livre, mais donc voilà tout ce qui m'amène devant vous et tout ce qui m'a amené à cette merveilleuse aventure et merveilleuse vie. Donc, j'ose dire merci à Mathieu, merci à cette divine intelligence de l'énergie universelle qui m'a fait traverser tout ce que j'ai eu à traverser, parce que grâce à cela, j'ai découvert tout ce que je sais aujourd'hui, j'ai découvert à quel point pouvoir témoigner de ce qui m'arrive, pouvoir témoigner, pouvoir transmettre des messages, à quel point ça peut aider, à la fois ça m'aide moi bien évidemment, mais à quel point, voilà, puisque maintenant ça fait quelques années que j'exerce cette profession, que je fais ces conférences, que je fais ces consultations, eh bien je retourne maintenant et je sais à quel point ça peut donc aider les personnes. Donc je dis oui, merci à l'univers, merci à toutes ces forces d'amour, toutes ces forces-là qui m'ont fait traverser tout ça, y compris le départ de Mathieu, qui est toujours là, bien sûr, qui est avec nous en permanence. Donc voilà mon histoire et voilà comment ça se passe. Donc sachez que les 2 livres donc, sont vendus au profit de l'association. Je suis en train, en ce moment, de collecter, parce que c'est une des manières les plus faciles, donc je collecte beaucoup de vêtements, surtout, alors oui, parce que je suis retournée donc au Cameroun en décembre de l'année dernière,
Là, j'ai été hébergée, accueillie par un orphelinat à Dibombari, donc c'est dans le même secteur que Sousa, toujours à proximité de Douala. Donc c'est un orphelinat, un pasteur et son épouse qui ont en charge presque une vingtaine d'enfants, enfin de tout petits jusqu'à l'adolescence. Donc ils ont un groupe assez important à gérer. Ils ont de grandes difficultés pour même pour nourrir les enfants, mais aussi pour les habiller. J'ai une amie qui a emmené encore qui est allée il y a peu de temps, au mois de mai, elle y a encore emmené des valises que j'avais remplies. Donc je collecte des vêtements, je collecte des savons, des brosses à dents, du dentifrice. Mais là, il m'a fait une demande particulière, il aimerait que je puisse envoyer surtout des tenues de sport. Donc ça, voilà, je fais passer le message. Alors jusqu'à maintenant, j'ai trouvé des petites solutions pour emmener des valises. Hein. Ça n'est pas toujours simple, mais bon, c'est toujours ça. Et compte tenu que il y a beaucoup de gens qui me soutiennent dans ce projet, quand même, on m'amène beaucoup de choses comme ça. En fait, je loue un garage où je stocke tout ça. Et la décision qu'on vient de prendre avec Serge, c'est plutôt que de les envoyer au compte-gouttes comme ça, ce qui n'est pas évident. On peut juste emmener des petites choses, c'est pas facile parce qu'on m'a aussi donné des lits pour les enfants dans une école. J'ai récupéré aussi, et je récupère aussi, énormément de livres pour les enfants parce que là-haut, il y a des gros problèmes. Parce qu'en fait, les jeunes, comme chez nous, ont accès aux ordinateurs, aux tablettes, etc. Donc, ils lisent de moins en moins, ce qui pose aussi des problèmes, évidemment, pour l'alphabétisation. Donc, je collecte des livres en fin d'année scolaire, comme ça, dans les écoles. Là, il y a une école qui m'attend pour vider tout son fond de bibliothèque. Mais tout ça, ça finit par faire des gros volumes. Donc là, on a décidé avec Serge donc d'envoyer tout ça plutôt par un container ou partager avec une autre association un container, ou pourquoi pas, si on trouve les fonds, acheter un petit véhicule de transport, vous savez, un petit minibus, quelque chose comme ça, parce que pour emmener les enfants à l'école, c'est très problématique aussi. Hein. L'école là-bas est très éloignée, est souvent très éloignée du village, et donc là, en l'occurrence, l'orphelinat est assez éloigné de l'école. Donc on voudrait aussi peut-être trouver un minibus ou une petite camionnette comme ça pour transporter les enfants. Et donc on chargerait tout dans le véhicule et c'est le véhicule bien chargé qui partirait jusqu'à Douala. Et ensuite l'orphelinat pourrait récupérer. Donc là on essaye de récupérer des fonds en plus du matériel qu'on récupère. Donc voilà un petit peu tout ce que j'essaye de faire. Voilà ce que j'avais à vous dire, ce dont j'avais à témoigner. Tu parlais aussi des machines à coudre. Oui, voilà, on peut aussi envoyer des machines à coudre pour les femmes, pour coudre. Voilà, il y a plein de choses à faire. Hein, mais là, j'oriente surtout l'action sur l'orphelinat. Mais c'est vrai aussi que j'ai rencontré le responsable directeur de l'hôpital de Dibombari. J'ai vu la salle de la maternité. On pleure, quoi. Quand on rentre dans ces endroits-là, on pleure. J'ai vu sur les tables d'accouchement, et le directeur m'a dit, écoutez, si vous pouvez trouver une table d'accouchement, parce que voilà, il faut voir dans quelles conditions les femmes sont. Voilà, il faut voir, c'est vraiment terrible, hein, c'est vraiment terrible. Hein. C'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui sont relativement bien équipés. Hein, il y a des grands hôpitaux à Douala, notamment lors de mon dernier séjour, j'étais en face de l'hôpital général, donc bien sûr c'est un grand hôpital, voilà. Mais dans les villages, dans les petites villes, c'est vraiment très dur, quoi. Pour nous voir, enfin l'orphelinat, quand j'ai vu les chambres où étaient hébergés les enfants. En sortant de là, quand je suis rentrée, je ne sais plus, quelques jours après, quand je suis rentrée à Douala et que j'ai revu Serge, je lui ai dit, mais chez nous, on ne fait pas vivre les chiens comme ça, quoi. Voilà, les enfants, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas... C'est terrible, c'est vraiment terrible, terrible, terrible. C'est terrible, voilà. Et nous, on se plaint. Et nous, on se plaint. Et nous, on se plaint. Nous, on se plaint. Hier soir, j'ai d'ailleurs vécu, et c'était un beau petit rappel à l'ordre, parce que j'étais sur la route pour venir ici, mais j'ai fait une étape au Mans, et on était hébergés chez une dame
voilà, qui voulait me rencontrer. Et on était dans une ferme qu'elle est en train de rénover. Et le soir, au moment de nous montrer la chambre, et elle nous annonce qu'on n'avait pas de salle de bain. Alors, ça nous a fait sourire parce que voilà, elle nous a donné un seau d'eau, une bassine, il y avait quand même des toilettes et des toilettes propres, mais il n'y avait pas de salle de bain. Mais on lui a dit, mais nous, madame, on connaît l'Afrique, quoi, donc ça ne nous gêne absolument pas. Mais voilà, la plupart du temps, on se plaint, quoi, parce qu'on n'a même pas l'eau chaude, ou parce qu'on n'a pas dernier grand cri, ou enfin bref, voilà, ça, ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment problématique parce que c'est vrai aussi que, bien sûr, ils n'ont pas ces conditions de vie que nous avons, nous, la plupart du temps, mais en même temps, je n'ai rencontré là-bas que des gens heureux et que des gens ouverts, que des gens qui sont vraiment dans l'amour, dans l'accueil, qui donnent. N'importe où j'ai été accueillie, n'importe quel village, n'importe quelle rue que j'ai traversée, j'ai reçu des sourires. J'ai reçu, voilà, au moins des sourires, quoi. Vous êtes ici, vous croisez les gens dans la rue, vous ne recevez même pas un sourire, quoi. Donc, c'est vraiment... D'ailleurs, quand on a pris la décision avec Serge de se marier, la question s'est vraiment posée, qu'est-ce qu'on allait faire? Est-ce qu'on va vivre en France? Est-ce qu'on va vivre au Cameroun? Et c'était cruel comme décision à prendre. Et je vous assure qu'aujourd'hui, Serge est là, Ernest n'est pas encore là, mais moi, ça me torture et je me demande si je fais vraiment du bien à Serge et à Ernest de les faire venir en France. Enfin, on a une chance, mais extraordinaire d'être en France, malgré tout ce qu'on peut vivre et traverser aujourd'hui, parce que je le sais, au quotidien, je suis la première à avoir des choses un peu difficiles à passer, mais malgré ces choses difficiles, c'est le bonheur, quoi, c'est le bonheur. Il faut qu'on arrête de se plaindre, il faut qu'on arrête d'être assisté, il faut... Voilà, et puis il faut qu'on retrouve la vraie valeur voilà, d'être avec les autres, quoi. C'est ça qui est plus important. Enfin voilà, donc c'est de tout ça dont je voulais témoigner. Donc voilà. Ben, je te remercie. En tout cas, le message passe bien. Le film va être diffusé sur YouTube. Merci. Le film de Bertrand est déjà arrivé à 800 fois, il a été vu 800 fois en 20 jours. Alors, puisque tu me dis que le film va passer sur YouTube, je vais faire passer un message. Voilà. Donc, pour une personne qui regarde YouTube, qui est multimillionnaire, c'est ce que j'ai écrit aussi dans mon deuxième livre, je dis à cette personne qui est multimillionnaire et qui est en train de regarder mon film, je lui dis, n'oubliez pas qu'on est amis sur un réseau qui s'appelle l'Univers. Et que donc, j'ai besoin d'aide pour aller agir vraiment tel que je le souhaite au Cameroun. Donc, voilà, vous avez mes coordonnées, vous savez comment me trouver, et tu peux donner voilà, ton aidez-moi. site internet. Voilà, donc mon site s'appelle, l'adresse du site c'est www.petitemaman.com. On sait me trouver de toute façon, il y a aussi mon numéro de téléphone. Donc voilà, que cet ami que j'ai dans l'univers et qui a une part de cette fortune dont j'ai besoin, que cet ami, voilà, n'oublie pas de me contacter. Voilà. Le message est passé. Merci. Voilà, maintenant c'est l'heure d'aller boire un coup, et puis on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Alors je suis à votre disposition, bien sûr, les personnes qui voudraient le livre, eux, là, donc,